Mesdames, Messieurs, à tous, bienvenue. Plus aucun moment de répit pour les parlementaires béninois. La première session ordinaire de l'année à peine terminée, ils devront, dans les tout prochains jours, retrouver le chemin de l'hémicycle 42. Dès lors, viennent de solliciter l'ouverture d'une session extraordinaire en vue du toilettage de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le 16 juillet prochain est la date proposé afin de permettre aux parlementaires, dit-on, de vite examiner ce dossier qu'ils jugent indispensable avant l'organisation des législatives de 2019. Demande expresse de la rélecture de la charte des partis politiques au Bénin. Une urgence de plus ou une urgence à raison? Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat au menu de votre émission 100% Bénin du jour. À ma gauche, pour l'instant, analyse, Innocent Olokoutui, journaliste communicateur, il est consultant en communication politique. Innocent Olokoutui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous rejoindre. C'est moi. En face de vous, il a donc Marcel Zoumeno, homme des médias, il est l'assistant du directeur de publication du quotidien béninois d'information, la Nouvelle Tribune, qui continue de manquer à l'appel dans les kiosques. On l'attend, c'est sans doute pour très bientôt. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Joël, et bonjour aux téléspectateurs de SICA TV. Et merci aussi pour la disponibilité. C'est moi. Les élus du peuple devront une fois encore écourter les vacances démarrées il y a juste une semaine. Sur demande de leurs collègues, ils sont invités à toiletter la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin. La demande, Innocent, a atterri sur la table du président de l'institution 5 jours après ce que d'aucuns ont qualifié d'échec pour le vote devant conduire aux amendements pour la réforme constitutionnelle. Merci, monsieur Létondi. Je crois que c'est normal que cela atterrisse à ce point-là. J'aurais préféré même que cette demande d'amendement passe avant le référendum ou même la proposition de loi par rapport à la révision de la Constitution. Le système partisan de notre pays, où la charte des partis politiques est dans son désastre, il faut le reconnaître, parce que nous avions des partis politiques de nom, pas d'action. Et le moment, je crois, est opportun pour qu'on puisse toucher, toiletter cette charte-là, afin que nos partis politiques soient efficaces sur le terrain, soient effectifs pour qu'on puisse sortir grand dans la République. Je crois que c'est important. Marcel Zoumeno, oui, c'est appelé depuis fort longtemps qu'on essaie de revoir l'ossature des partis politiques au Bénin. Ça sort presque tous les jours de terre. Mais le timing pour certains poserait problème. Pourquoi maintenant et tout de suite et juste après ce que d'aucuns ont appelé cet échec-là? Y a-t-il urgence à le faire avant forcément 2019? C'est une question difficile pour moi, dans la mesure où je ne suis pas dans le secret de ceux qui sont initiateurs et qui ont initié cette modification. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques moments que ça circule, que la charte des partis politiques devait être modifiée. Et donc, personnellement, je ne suis pas surpris, mais évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est l'urgence 4 jours après l'échec entre griffes de la tentation, de la tentative de révision de la Constitution? J'ai comme l'impression qu'il y avait des choses qu'on recherchait dans la révision qu'on n'a pas trouvé, qu'on a envie de régler par le biais de la modification des chefs des partis. Je n'ai pas encore eu, je l'avoue, je n'ai pas encore eu la chance de lire la monture qui est déposée hier, je crois que c'est hier, qui est déposée hier. Mais pour ce qu'il y avait circulé en temps, je crois qu'il y avait deux ou trois grandes innovations. Il y a le financement public des partis. Il y a le fait qu'il y a une sorte de cotation qui permet qui dit qu'il faut avoir un certain nombre de députés sur le plan national avant
d'être reconnu comme parti. Et à peu près cela. Donc, c'est des critères sélectifs et pour limiter. Je crois que l'objectif, c'est de limiter le nombre de partis. Et sur ça, on peut avoir fait un débat parce que moi, je ne pense pas la même chose. Je pense on va revenir sur la question de la limitation, mais il n'y a pas ce week-end où naît un parti politique. Avec l'annonce qui vient d'être faite, vous pensez que c'est là la fin ou le toilettage, le début du toilettage même de l'échiquier politique national espéré? Pour moi, oui. Oui, parce que les partis politiques naissent tous les jours presque. Mais quelle est leur portée sur le plan national? On ne crée pas un parti parce qu'il faut créer un parti. On crée un parti parce qu'on veut faire une lutte donnée. On veut vivre l'actualité politique. Et quand on crée le parti et que le parti ne peut pas être dans ce schéma-là, je crois qu'il faut pouvoir leur dire, bon, écoutez, on sort de la fin de la récréation. Si vous créez un parti politique, c'est pour animer la vie politique du pays. Vous n'allez pas créer un parti politique pour aller vous asseoir, et puis à la veille des élections peut-être, vous allez voir les candidats, vous soutenez X ou Y juste parce qu'il faut avoir de l'argent, soutenir un candidat, et puis bon, il faut qu'on arrête ce désordre politique. Et le constat est que la création de ces partis, si visiblement on a l'impression que ce sont des gens venus de nulle part qui s'essayent à la chose, mais dans l'ombre, on se rend compte que c'est encore ces acteurs politiques qui tirent les ficelles, qui financent. C'est là le malheur, parce que les acteurs politiques n'ont pas d'autre choix que ça. Vous savez, quand vous êtes à la quête d'un électorat, vous êtes obligé d'aller voir ceux-là qui disent qu'ils ont de l'audience au niveau du peuple, de la reconnaissance. Voilà. Les partis politiques se prévalent de ces noms-là pour aller vers les leaders politiques ou pour voir les leaders politiques qui viennent vers eux. Et puis, on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on toilette l'achat des partis politiques pour arrêter la saignée là, financière, parce qu'un candidat, c'est normal qu'il cherche à mettre autour de lui des potentiels qui peuvent quand même le défendre dans leur zone de prédilection pour qu'il accède au pouvoir qu'il cherche. Les partis politiques aujourd'hui, c'est la plupart, vous me permettez le terme, c'est des partis qui sont affamés, qui sortent, qui naissent parce qu'ils veulent poursuivre un objectif, celui de se mettre aux côtés d'un leader, pas parce qu'ils vont aux élections, pas parce qu'ils ont une capacité de mobilisation, mais juste parce qu'il faut se mettre devant les médias avec peut-être un groupuscule et dire, bon, nous sommes un parti politique. Aujourd'hui, je crois que le Bénin a souffert suffisamment par rapport à tous ces partis politiques qui se créent. Et comme le dit Feu Mathieu Kérékou, c'est des gens qui se prévalent d'être de la mouvance ou de l'opposition parce qu'ils veulent juste survivre. Ils n'ont pas autre activité si ce n'est que de se lancer en politique, de suivre un baron, parce qu'on a certainement quelque chose à gagner avec lui, financièrement surtout. C'est dangereux. L'idée là-dessus, on l'a dit aussi à l'entame, on fait l'unanimité. Il faut finir avec, arriver à avoir un échiquier plus ou moins clairsemé. Mais les réticences, c'est beaucoup plus autour de ce que l'on y met. Et vous avez commencé par évoquer un certain nombre d'idées, Marcel Zoumeno. Bon, tout à fait. Et sur ce qui avait circulé, si je continue de dire que je n'ai pas encore connu le dernier jet, oui, actuel, mais pour ce qui avait circulé, les innovations par rapport à la charte de 2001, je crois 2001-2002, c'est à 2 ou 3 niveaux. Premier niveau, c'est le financement public. Et il y a un article qui dit que désormais, le gouvernement va consentir à accorder 0,2% des recettes internes du pays aux partis politiques. Et après, il y a un article, je crois, qui dit que pour les partis dont les voix, dont on va tenir compte des suffrages, c'est les partis qui auront, je n'ai pas exactement en tête si chose là, un pourcentage donné de suffrages. Et quand vous faites le point, vous voyez que au plus on aura 3, 4, 5 partis au plus. Sinon 3, sinon certains. Et donc, moi, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, si l'objectif est de réduire le nombre de partis, je crois que c'est vrai de légiférer, d'encadrer le secteur, mais je crois que l'organisation du système partisan béninois peut se régler
de lui-même face aux réalités politiques que les acteurs politiques ont en face. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce qui se passe, vous allez constater que lors des législatives de 2019, on aura plus de 4, 5, 6 grands partis qui seront présents. Quand vous voyez comment ça se passe, parce que de plus en plus, les acteurs politiques, les hommes politiques eux-mêmes comprennent que pour être fort, il faut vraiment être dans de grands groupes. Et au sein de la mouvance, vous entendez parler déjà de 3 grands blocs qui sont en train de se constituer. Et au sein de l'opposition, vous aurez au plus 2 ou 3 grands blocs aussi. Vous aurez un bloc qui sera composé des FCB avec d'autres partis satellites. Un autre bloc constitué autour peut-être de candidats Zanaï, d'autres petits partis satellites. Et un 3e bloc qui sera l'USL avec d'autres petits. Probablement, on aura 6 grands blocs. Et peut-être qu'il y aura de petits blocs, les Verts, les communistes, ce qu'on appelle la coalition des forces de gauche qui peut bien vouloir être candidat. Et donc, moi, je crois que la sélection a déjà commencé et les acteurs politiques eux-mêmes ont compris. Mais ceci dit, cela n'empêche pas les acteurs politiques d'encadrer, comme je le disais tout à l'heure, d'encadrer et de mettre cela. Mais tel que ça va se passer, c'est le débat est là. Tel que ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas l'intention de bloquer des gens? Est-ce qu'il n'y a pas l'intention d'empêcher des gens de compétir? C'est la grande interrogation. Je n'ai pas encore lu la mouture, mais je crois que tel que ça s'est passé de façon aussi précipitée, de façon aussi imprévisible, je crois qu'il doit y avoir forcément une intention que les initiateurs ne nous ont pas encore dit. En tout cas, 15 jours, c'est le délai autour duquel ce dossier, le document en question, sera dépouillé. Dans les jours à venir, on connaîtra sans doute la monture finale et on reviendra sur ce plateau. Mais en attendant, on sait, oui, qu'il y avait des idées qui étaient brandies au cœur de la première monture, le premier jet. Vous avez eu aussi des appréhensions par rapport à ce qui apparaissait comme la charpente probable autour de laquelle tout sera établi. Je crois que j'ai essayé de jeter un coup d'œil hier sur ce que j'ai vu qu'ils ont soumis, où on parle de la création d'une agence nationale d'enregistrement et de suivi des partis politiques. Je crois que ça aussi, c'est une innovation. Il faut quand même que nous ayons une structure bien organisée par rapport aux partis politiques. Cette monture qu'ils ont présentée, à mon entendement, je crois que ça renforce la visibilité des partis politiques. L'agence ? Non, pas l'agence. Quand je crois à l'article 18 de ce que j'ai lu, où on dit que le nombre de membres fondateurs doit être de 50 par commune. Vous voyez, c'est quand même pour dire... Pas commune ? Oui, pas commune, pas par département, pas commune. Ah bon ? Un parti politique, c'est quand même une représentation nationale. Il faut quand même qu'on 50 par commune ? Oui, 50 par commune. Il faut quand même qu'on puisse aller à une visibilité des partis dans toutes les communes. Un parti politique qui n'est pas représentatif au niveau national pose déjà un problème. On ne crée pas le parti politique pour une zone. Non, l'actualité politique, elle est nationale. Elle n'est pas pour une zone et non pour une autre. Donc, je crois que c'est une innovation. Ça limite déjà, comme il le dit, le désordre au niveau des partis politiques. Mais aussi, ça donne plus de visibilité. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons dans le pays 2 grandes forces. L'opposition et la mouvance. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que l'opposition, c'est peut-être un grand ensemble de partis politiques et qui forment... Ça peut être les démocrates, ça peut être les républicains, comme on le voit de l'autre côté. On n'a pas besoin d'être chacun président de parti politique pour animer la vie politique d'un pays. On a juste besoin d'être organisé, d'être avec des idées bien futées, bien claires, pour faire avancer la République. Et je crois que c'est dans ce sens-là que les choses se passent. On demande aussi la participation obligatoire à toutes les élections, locales, nationales et municipales, je pense, dans la nouvelle charte que j'ai feuilletée hier. Je crois que c'est des innovations que moi je trouve de bien. Parce qu'un parti politique qui ne peut pas aller à une élection, elle vit de quoi? À toutes les élections, vous avez dit? Oui, à toutes les élections. Puisque les élections sont nationales, ce sont de grandes élections. Et un parti politique doit être quand même habilité à jouer le jeu électoral, parce que c'est là on teste effectivement. Donc on n'aura plus de partis politiques pour accompagner des candidats, comme on l'a vu par le passé. Non, je pense qu'on aura fini avec ça. Et c'est mieux pour ne pas continuer la saignée financière, comme je l'avais dit, parce que c'est des gens
qui n'ont pas les moyens financiers d'assumer leurs responsabilités de fondateurs de partis politiques, mais qui se cachent derrière ça pour aller se rallier à X ou à Y parce qu'on veut avoir un peu d'argent. Je crois qu'on n'a qu'à finir avec ça. Allons-y dans la bataille, qui est effectivement la lutte électorale, parce que c'est là qu'on teste votre capacité de mobilisation, c'est là qu'on teste votre audience au niveau de la population. Je crois que c'est à ça qu'on tend. Et moi, j'encourage ce document. Je fais mon arrêt sur le dernier point. Si les choses restent en l'état, où il est question pour les formations politiques de pouvoir prendre part à chacune des élections en vue, s'inspirant toujours du passé où on sait, on a vu une des grandes formations politiques, on peut tout lui dire, mais ça reste quand même une formation politique qui compte beaucoup sur l'échiquier politique national, le PRD, qui à un moment donné n'a pas présenté de candidat, mais a accompagné un candidat, mais pas faute de moyens. Alors, est-ce que en une semaine de ces genres de questions qui méritent peut-être des réflexions plus approfondies, on pourra vraiment les apprécier et prendre les décisions qu'il faut? Lorsqu'on dit que la formation politique systématiquement doit pouvoir présenter quelqu'un, on sait que de par le passé, un certain nombre de facteurs peut amener à trouver que le candidat que tel bloc présente, on pourrait toujours le soutenir ou l'appuyer. Est-ce que ça ne fait pas un peu restrictif? Non, je ne crois pas, parce que je voulais parler un peu, je m'embrouille là, mais je voudrais commencer par cette dernière proposition. Moi, je crois que c'est normal que quand vous êtes parti, vous devez compétir à toutes les élections. Mais je crois que les acteurs politiques, puisque c'est eux qui sont les législateurs d'aujourd'hui, puisque à l'Assemblée, c'est eux qui sont les législateurs, si le chef d'État leur donne la possibilité de revoir la loi qui encadre eux-mêmes leur secteur, je crois qu'ils doivent en profiter pour proposer de bonnes choses. C'est pourquoi moi j'ai été surpris de ne pas voir dans les motifs qui circulent, je ne sais pas si dans l'actuel ça circule, qu'il y a une maladie dont nous souffrons dans ce pays et dont souffre le système partisan béninois. C'est que depuis 1990, aucun président de la République n'est issu des partis politiques. Moi, je ne sais pas pourquoi. Si on vous donne la possibilité de revoir la loi qui encadre vous-même votre secteur, vous ne pouvez pas mettre un petit article pour dire désormais, pour être président de la République du Bénin, il faut être un élément d'un parti politique. Je ne sais pas si ça a été mis, je n'ai pas encore vu, mais pour ce que j'ai vu, il n'y a pas ce genre de disposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura toujours le système actuel. Et le système actuel, c'est quoi? Nous sommes arrivés à un moment où les élections coûtant de plus en plus cher, les hommes politiques ont décidé d'aller se vendre aux bourgeois, entre griffes, aux plutocrates. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Et la dernière élection nous l'a montré. Les 3 premiers étaient des hommes d'affaires. Et je suis sûr que si on fait des calculs, ils seront peut-être parmi les plus riches du pays. Et donc, les hommes politiques eux-mêmes ont démissionné, ont laissé la place à leurs bailleurs qui ont pris le devant des choses. Et un tel système ne peut pas continuer, parce que si ça continue, c'est un système qui est dangereux pour un pays pauvre comme le nôtre, parce que les élections vont coûter de plus en plus cher et on n'aura pas forcément ce qu'on veut à la tête du pays. Donc je crois que ils ont une opportunité de corriger ce problème. Je ne sais pas s'ils pourront le faire. Je n'ai pas encore vu la monture, mais je crois que c'est une idée sur laquelle je voudrais que les hommes politiques s'y penchent. Enfin, parlant de cette agence que mon ami Innocent voit comme une innovation, oui, c'est une innovation, mais je crois que c'est extrêmement dangereux et c'est un couteau à double tranchant. Et dans le temps, il y avait beaucoup d'agitation autour et les gens avaient dit que ça ressemble à une police politique, parce que quand vous dites désormais que pour être enregistré, c'est une agence, et cette agence a comme couverture institutionnelle la présidente de la République, celui qui dirige l'agence est nommé lui-même, et je crois que on peut passer par là pour empêcher des partis qu'on sait que ceux-là ne vont pas partager les mêmes idéaux que le pouvoir, on peut les empêcher d'avoir une autorisation. Et là, ça pose un problème. Donc, moi, je crois qu'il faut faire les choses pour qu'on ne sente pas que la charte est uniquement conçue pour bloquer des gens. C'est ce que moi, je dis, et ce que je dis depuis le début. Il faut que ça soit une charte qui règle vraiment les problèmes du secteur et qui sont les problèmes des acteurs politiques. Et eux-mêmes connaissent les problèmes qu'ils ont.
Donc, Et ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes, un peu comme vous, qui veulent donner leur voix et qui veulent aussi cesser de jouer les seconds rôles, prendre le devant des choses et imprimer le dynamisme qu'ils pensent le mieux pour un Bénin véritablement développé. Alors, dans cette vision, je sais que vous nourrissez aussi beaucoup d'ambition pour ce qui va être fait au niveau de cette charte. Qu'est-ce qui paraît pour vous prioritaire qu'il va falloir prendre en compte pour permettre à cette jeunesse qui en a à revendre dans la tête de pouvoir s'y s'affirmer? Je crois que c'est, comme je l'ai dit, une innovation par rapport à l'agence. Je vais d'abord commencer par là. Je voudrais lui dire, vous savez, aujourd'hui, les partis politiques sont enregistrés au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur s'est rattaché à la présidence. Donc, d'une part, c'est toujours le même souci par rapport à la crédibilité de ceux-là qui prennent en compte l'enregistrement des partis politiques. Que ce soit rattaché aujourd'hui à la présidence, je crois que le président de la République, il a un seul représentant dans cette commission-là. Il y a la Sénat qui envoie, il y a la CES qui envoie. Donc, c'est il y a même l'organisation de la société civile qui participe à la crédibilité des élections qui envoie. C'est beaucoup de personnes qui, quand même, seront autour de ça pour veiller au bon fonctionnement. Maintenant, par rapport à l'innovation au niveau de la jeunesse, vous savez, j'ai lu quelque part dans la proposition, la monture, où on dit peut être président, peut être fondateur, voilà, fondateur de parti politique, toute personne âgée de 18 ans. Voilà, je crois, au moins. Je crois que c'est une innovation. Oui, 18 ans, si vous croyez que vous avez la capacité requise pour créer un parti politique, fonder un parti politique et le diriger au plan national, vous êtes à féliciter. Et l'autre chose, c'est quand on dit qu'un jeune de 18 ans peut être fondateur d'un parti politique, il faut alors qu'il puisse être aussi en mesure de participer aux élections. Aujourd'hui, notre code électoral limite à 25 ans au moins pour participer à une élection. Si le jeune a 18 ans, vous estimez qu'il peut être fondateur d'un parti politique et que ce parti politique doit participer à toutes les élections municipales, locales et puis législatives, alors je crois qu'il faut alors déjà marquer qu'à 18 ans, ils peuvent être aussi candidats. Vous êtes sérieux en lisant 18 ans, président? Candidat pour la présidentielle? Non, pas la présidentielle. Ils ont dit local, municipal, législatif. Donc il faut spécifier. Oui, mais vous pensez qu'à 18 ans, la charge élective, on peut la gérer dans nos contextes là? Bien sûr. 18 ans ou peut-être au plus 20 ans. Vous savez, les gens à 18 ans, ils font déjà un master. Alors, soyons réalistes. Dans nos Oui. contextes, en Afrique, au Bénin, on voit un peu comment les choses se passent pour conduire une... Vous êtes jeune et vous suivez aussi. Vous êtes sérieux en le disant qu'on confie la gestion de nos cités à ceux qui ont 18 ans et autres. Vous avez vu des situations de stress gérées par ces jeunes, parfois? Je parle sérieusement. Hein. Je crois que nous avions déjà un problème de confiance en la jeunesse. Non, on a vu la jeunesse à l'œuvre. Vous savez, je suis jeune et moi, je ne fais pas de la plaisanterie. Quand on parle de ces questions-là, hein, je suis sérieux en le disant. Je vous pose la question en connaissance de cause. Maintenant, vous avez fait et vous côtoyez beaucoup ces acteurs politiques. Peut-être vous avez des données qui vous confortent. C'est pourquoi je vous pose la question. Vous êtes là pour exposer vos idées. Je salue au passage un jeune qui me passionne. Il s'appelle Philippe Gray. Il est à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui candidat aux élections municipales de Cocody. Il veut être maire de Cocody. Vous savez, ce jeune a été envoyé à la présidence. Ce n'était pas croyable qu'il pouvait faire des exploits. Mais aujourd'hui, jusqu'à être candidat aux élections pour être maire de... Non, il était parti. À quel âge, d'ailleurs? Aujourd'hui, s'il a trop, c'est 25 ans. C'est à féliciter. Non, c'est à féliciter, mais il n'y était pas à 18 ans. Il était à la présidence déjà, il y a 5 ans, non? 5 ans ou 6 ans. C'est à peine 18 ou 19 ans qu'il était déjà à la présidence. C'est ça. De la Côte d'Ivoire. Oui, si on va un peu peut-être prendre rapidement la vie de Marcel avant d'évoluer dans les innovations. Oui, Marcel, par rapport à ce point, à 18 ans, on peut être chef de parti politique, donc porter les idéaux. Alors, la doléance des hommes d'innocence, c'est qu'on puisse permettre, si tel est le cas, voilà, qu'à 18 ans, on peut être responsable de formation politique. Pourquoi ne pas permettre ce qu'à cet âge, on puisse aussi compétir pour les postes électifs? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point et sur le fait qu'il faut donner plus de chance aux jeunes de
montrer leurs capacités parce que le faisant, nous restons conformes à notre à l'architecture sociale du pays. Vous savez qu'au Bénin, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Et donc, le fait, c'est donner beaucoup plus de responsabilité à la grande majorité des Béninois qui sont jeunes. Mais je sais que dans la réalité, au-delà des tests, à 18 ans, il n'y a pas beaucoup de jeunes ici qui peuvent prétendre à grand-chose. Parce qu'à 18 ans, au Bénin, on est soit élèves étudiants pour les plus brillants, et on n'a pas les moyens. Je disais que tout à l'heure qu'au Bénin, les élections coûtent de plus en plus cher. Et ceux qui mettent ces genres de dispositions dans les tests, c'est juste pour rester conforme truc là, à notre réalité où on dit qu'à 18 ans, on est majeur. On atteint la majorité à 18 ans. Et donc, moi, je sais que ce n'est pas possible. Et même si les partis vont vouloir encourager les jeunes en leur confiant des postes responsables, vous verrez au plus qu'ils ils vont mettre des jeunes de ce taille sur les listes pour les élections locales, c'est-à-dire conseillers du quartier. Et je crois que là aussi c'est bon parce que on ne peut pas commencer la politique par le haut. Moi, j'ai toujours dit que il faut que, même quand on est jeune, il faut gravir cette étape. Il faut faire sa classe, comme on le dit. Conseiller local, quand tu es bon, on peut te coopter pour être conseiller municipal. Après, tu peux être député. Je crois que ça doit être ça, quelqu'un qui a fait une étape normale. Il ne faut pas sauter les étapes aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une université pour apprendre la politique. Mais il faut faire sa propre expérience et il faut faire son parcours pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Et le cas le plus frappant dans le monde aujourd'hui, c'est l'exemple du président français qui a pris le pouvoir à moins de 40 ans. Mais quand vous regardez son parcours, il a un parcours qui milite en sa faveur. Et donc, moi, j'encourage les jeunes à aller faire la politique parce que si les jeunes entrent de plus en plus en politique, ça permettra de mettre au repos certains octogénaires qui sont obligés de venir parler au nom des jeunes. Mais ça amène les jeunes à se former, à être les leaders de demain. Nous en avons besoin parce qu'à un certain moment, on se demande si, en dehors de la génération des gens qu'on voit, de la génération des hommes politiques qui ont pris le pays en main depuis 1990, est-ce qu'arrivé à un certain moment, il n'y aura pas une rupture? Et donc, moi, j'encourage, je suis fortement dans cela. Mais cela ne veut pas dire que tous les jeunes doivent aller faire la politique. Il faut qu'on travaille dans le pays. Parce que ça, c'est un problème général. En politique, on ne travaille pas? Non, mais j'ai l'impression qu'au Bénin, personne ne veut plus travailler, tout le monde veut faire la politique. Et parce que quand vous regardez en réalité, vous voyez quelqu'un qui trime, il fait un métier, ça ne marche pas trop bien. Mais quand il entre en politique, tout marche bien pour lui. Et donc, les avantages que la politique apporte fait que tout le monde a envie de faire la politique. Et moi, je fais partie de ceux qui ont toujours plaidé pour qu'on réduise les avantages. Le jour où on va réduire les avantages, on aura beaucoup plus de gens qui vont entrer en politique par conviction, pas souci de servir que de se servir. Alors, Innocent, faut-il réduire les avantages liés à la politique pour amener à y accéder des gens qui ont vraiment de l'ambition pour le pays, que des gens qui veulent profiter du pays? Il paraît que c'est le problème que bon nombre de nations, le Bénin aussi, on passe par la politique et on veut se faire son beurre. Et si on a déjà du beurre, c'est au-delà du beurre. Et on en est là. Je crois que nous sommes à une étape décisive par rapport à cette question. Limiter les opportunités politiques, ça va dépendre de ce que nous mettons dans l'opportunité politique. Vous savez, l'actuel président du Bénin, il est porté au pouvoir pas par des partis politiques, mais en majorité par la jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez combien de nominations vraiment politiques, ça fait pas 10% autour du chef de l'État. Ça veut dire déjà que c'est restreint. Tous ceux-là qui ont porté le président au pouvoir, combien sont dans son entourage immédiat? Quand vous regardez les membres du gouvernement, c'est vrai qu'il y en a de politiques, mais qui sont très peu nombreux. Et ça veut dire que on ne va pas à la politique ou on ne va pas soutenir quelqu'un. C'est une conviction personnelle, selon moi. C'est pas déjà qu'est-ce que je gagne. On n'aura pas besoin de tests pour pouvoir assainir cela. Non, on n'en a pas besoin. Tout dépend du gouvernant, de celui-là que vous portez. C'est déjà pour ça que je dis, c'est bien de limiter déjà les partis politiques. Quand on dit que les partis politiques doivent participer activement aux élections
locales, municipales et législatives, sinon ils seront retirés de la liste des partis politiques. Ça amène déjà les partis à se prendre au sérieux. Il a souligné tout à l'heure le PRD qui n'a pas pu avoir de candidat, mais s'est rallié à un candidat. Vous voyez, on ne va pas quand même dire le PRD qui a fait tout ce temps d'existence n'a pas de potentiel candidat. C'est dangereux. Ça veut dire que ce parti-là a échoué dans sa stratégie de faire avancer la République. Vous ne pouvez pas avoir un parti qui a beaucoup de dizaines d'années à son actif d'existence, mais qui ne peut pas avoir un candidat aux élections. Ça va continuer, ça va perdurer, parce que les partis politiques n'ont pas le premier souci de gérer le débat national, de gérer l'actualité nationale, d'aller aux élections. Emmanuel Macron, il n'avait pas un parti politique. Il est venu avec une conviction. Je crois pour les présidents de République, on ne pourra pas structurer. Parce que quoi qu'on dise, quand vous faites école au Bénin en politique, vous allez les voir. Ils sont nombreux qui sont maires, mais ce n'est pas facile pour eux de devenir députés. Il y a bon nombre qui sont députés, mais qui n'ont pas la possibilité de se faire élire président de la République. Parce qu'on voit déjà leur parcours, on voit déjà leurs faiblesses, qui sont pour la plupart du temps plus que les forces. Je demanderais même, quand on va toiletter la charte des partis politiques, qu'on touche aussi le code électoral et qu'on limite même déjà aussi les candidatures par rapport à l'âge. Je crois que j'ai fait la doléance qu'on permette à ce jeune-là qui crée les partis politiques, puisqu'on parle de représentation nationale. Si leur parti politique a l'ancrage national et que ça peut participer aux élections, qu'on leur permette d'aller aux élections. S'ils ont la possibilité de se faire libre, on les applaudira. Quand on va au niveau des diplômes, il faut aussi que ça fasse poids dans le code électoral. Les gens n'ont pas de grande capacité intellectuelle, vous permettez le terme. Ils ne savent pas que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu, le lieu par excellence de la politique nationale. Vous décidez de l'avenir du peuple sans avoir grande connaissance. C'est dangereux. La connaissance, vous la liez à quoi? C'est le parcours universitaire, c'est cela? C'est important. Quand ils vont légiférer, c'est des tests qu'ils lisent. Il faut comprendre le contexte. Il y a le test, mais il faut comprendre le contexte et le situer aussi dans le contexte national, dans l'actualité nationale. Avant de vous revenir, oui, Marcel, cette question a été évoquée déjà plus d'une fois. Beaucoup d'analystes sont revenus l'assumer. La question au Bénin, est-ce la question de diplôme qu'il faut voir ou la question de la langue à utiliser au niveau du Parlement, comme certains pays? Dans un pays où on a vu bon nombre d'hommes réussir sans avoir un cursus scolaire très brillant, mais pourtant ne sont pas nuls. Il y a malheureusement même des hommes très diplômés qui sont à leur solde, qui peuvent payer au quotidien. Ils n'ont pas échoué dans leur vie au quotidien et ils sont même en phase avec la population. Est-ce qu'il ne faut pas voir la question de la langue ou il faut vraiment aller vers le diplôme pour les élus du peuple qu'il faut désormais envoyer? Moi, je ne souscris pas à une limitation sur la base, une restriction sur la base du diplôme. Parce que quand vous regardez notre pays, je crois qu'il faut regarder le pays dans son ensemble. Combien, quand on regarde le pourcentage, sont de grands diplômés, sont des niveaux universitaires. Ça fait à peine 5%, je ne connais pas le pourcentage, mais je suppose, puisqu'on dit déjà que les lettrés font 20% ou 15%, maintenant ceux qui ont les niveaux universitaires font peut-être 5%. Et donc, alors qu'on dit que les députés sont l'émanation du peuple. Et donc, moi, je crois qu'on ne peut pas... Par contre, il y a des gens qui n'ont pas un grand niveau, mais qui s'expriment bien, qui raisonnent, qui sont intelligents, qui ont reçu dans les secteurs d'activité. Je crois qu'il ne faut pas limiter les choses au niveau des diplômes, mais au moins que la personne ait la possibilité de s'exprimer dans la langue du travail, parce que quand on va au Parlement béninois, on ne parle pas une autre langue que le français. Si la personne a la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'il pense en français, je crois qu'il a déjà les capacités pour être député. Maintenant, pour les postes purement techniques, les postes ministres, on sait que ça, il faut des gens intellectuels qui ont une certaine compétence pour occuper ces postes. Mais pour être député, je crois que là, mais par contre, pour être maire,
Un maire, c'est un exécutif. C'est un président de la République. Et moi, j'ai toujours dit que pour les maires... Le maire, c'est un président de la République. De sa commune. De sa commune, c'est ce que je voulais dire. Donc, je dis que pour les maires, il faut peut-être revoir les textes pour que ça ne soit pas des gens qui... On a vu des gens qui... Même avant, avec ce que vous dites là, vous êtes sûr que les préfets seront contents de vous? Parce que les maires, ils doivent obéissance presque au préfet pour se construire. Hein. Même s'ils sont lettrés, ils ont comme tutelle le préfet. Pas que ils sont, le préfet est leur président ou bien leur dieu, mais c'est leur tutelle, c'est l'autorité de tutelle. Et les relations pour la tutelle, on sait comment c'est organisé selon les tests du pays. Donc moi, je ne souscris pas à cela. Mais par contre, si nous faisons un débat pour dire nous voulons prendre une deuxième langue, ça c'est un autre débat. Tant que ce débat n'est pas réglé, on ne peut pas dire qu'il faut permettre à l'Assemblée, aux gens de parler leur langue. Je crois que le Sénégal a fait une innovation en prenant le Wolof comme deuxième langue. Et au Parlement sénégalais, on peut parler le Wolof. Si nous, ici, nous arrivons à sortir des carcans, des divergences linguistiques que nous avons et choisir une langue ou bien deux langues comme des langues nationales qui peuvent s'ajouter au français. Donc, c'est bon, et les élus du peuple peuvent parler ces langues. Mais tant que ce problème n'est pas réglé, je crois qu'il faut choisir des gens qui peuvent au moins dire ce qu'ils pensent dans la langue du travail, qui est le français. Oui. Je n'ai pas fini parce que je voudrais répondre à la question qui m'avait été posée tout à l'heure sur le PRD. Ça m'avait échappé. Non, je crois que on ne peut pas accuser le PRD parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2016. Il n'y a pas que le PRD qui n'a pas pu désigner un candidat. Tous les grands partis du Bénin n'ont pas pu désigner de candidat. Ils sont allés chercher ce qu'on appelle entre griffes les oiseaux rares. Que ce soit le PRD, que ce soit l'ARB, que ce soit les Forces Cori pour un Bénin Malien, qui était la plus grande coalition politique en ce moment. Et donc, moi, je crois que c'est quelque chose qui est arrivé, qui dépasse les partis eux-mêmes. Parce qu'on a vu, en dehors même du PRD, de l'ARB, qui ont fait des choix. On a vu le cas de l'UN qui n'a même pas pu faire un choix. Les responsables de l'UN ont demandé à leurs militants d'aller dans tous les sens. Donc, ce cas est encore plus critique que celui des partis qui ont au moins choisi un candidat. N'est-ce pas un fait à intégrer désormais lorsqu'on est à une heure d'amendement comme celle que c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut qu'eux-mêmes, et puisque c'est eux qui ont été victimes de tout ce qui, donc puissent penser à ça et tenir compte de tout ça pour bien amender. Sinon, s'ils votent une charte qui se retourne contre eux après, ça fait leur problème. Moi, je ne suis pas politicien. Ah oui. Je crois que tout à l'heure... Ça fait quand même complexe, non? Oui, très. Oui, parce que c'est vrai qu'en faire le tour, on se rend compte que oui, presque tout le monde a été tétanisé, on ne comprend pas. Et il a souligné un fait aussi très important, la plus grande formation politique d'un temps, qui avait tous les moyens, toutes les capacités. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On a vu des candidats potentiels successeurs au chef qui n'ont plus été. Et finalement, c'est un oiseau rare qui est venu. Pareil pour les autres formations politiques qui étaient là, ça fait longtemps. C'est quand même... Tout à l'heure, je n'accusais pas le PAD, mais je faisais mon opinion. Tout à fait. Vous savez, il a souligné, c'est tous les partis politiques, les grands partis politiques qui ont échoué à cette mission-là. Leur échec, je ne dirais pas que c'est pitoyable. De toutes les façons, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 2016, que les partis politiques n'arrivent pas à désigner un véritable candidat pour devenir président de la République. C'est pas hier, ça va continuer. Maintenant, quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si c'est pas mieux de structurer et d'être strict pour dire que le prochain président ou pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être d'un parti politique. Ce sera un peu compliqué. Mais déjà, c'est à eux de voir. Nous, en tant qu'analystes, ce qu'on proposerait, c'est que ce soit ça. Mais est-ce que ceux-là, pas mieux, comme ça se passe depuis des décennies au Bénin, on est en mesure de porter un candidat dans un parti politique? Ceux qui créent les partis politiques, c'est des gens qui pensent à des intérêts personnels en créant les partis politiques. C'est ça qui est le danger. Et c'est pour ça, pour désigner quelqu'un, quand ce n'est pas eux-mêmes, c'est difficile de trouver un successeur. C'est difficile de regarder dans le nombre pour trouver quelqu'un qui puisse porter le flambeau, l'étendard du parti. Et c'est malheureusement ce à quoi je m'en tiens quand je dis que ce sera difficile de trouver cette possibilité-là de dire strictement
qu'il faut venir d'un parti politique avant d'être candidat à une élection présidentielle. On aurait souhaité que ça se passe autrement, mais je crois qu'on a encore du chemin par rapport à ça. Et vous voyez le cas de la Guinée-Conakry, où le président actuel émane d'un parti politique. Il a fait l'opposition pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, il est porté à la tête du pouvoir, il est en train de faire un second mandat finissant, mais c'est déjà un exemple. Même si en matière de stabilité politique, ils sont encore un peu dans les troubles, je crois que c'est un exemple. Au Bénin, ce sera très compliqué qu'on y arrive. Aujourd'hui, si déjà on peut limiter les choses, quand ils donnent une seconde langue, je crois que c'est une chance. Si on peut déjà limiter les choses, à faire en sorte que, déjà au niveau de nos mairies, de nos parlements, ou de notre parlement, pardon, on est des gens qui émanent de partis politiques, strictement, et puis c'est des grands ensembles, c'est sûr qu'on va pallier à ça sans même que le législateur ne soit strict. Parce qu'on a souvent tendance à dire que ce sont les maires, les députés qui font le président de la République. Quoi qu'on dise, même quand le président n'a pas la chance d'avoir une majorité écrasante de députés avec lui quand il se porte candidat, il a quand même des élus locaux qui le portent. Parce que ce sont eux qui font le travail à la base. Ce sont eux qui font la mobilisation de bouche à oreille, les porte à porte. Ça veut dire que si déjà, strictement, il y a 2 ou 3 4 grands partis politiques au Bénin, vous ne pouvez pas être d'un parti politique A et vous avez un candidat, mais vous laissez pour aller soutenir un parti politique B. Il vous sera très difficile de vous départir de votre parti pour aller soutenir un candidat comme ça. Ceci étant, vous avez alors la possibilité de propulser votre candidat pour qu'il soit président de la République. Donc je crois que c'est à ça que nous sommes. Si les députés peuvent voir ça dans ce sens, ce sera bien. L'autre chose, quand nous disons il faut seconder une langue de travail à la langue française, je crois que c'est l'une des innovations d'ailleurs à souhaiter. Il faut que ce soit peut-être 1 ou 2 langues. Une langue comme le font officiellement ici et peut-être comme le Dindi, officiellement au nord, ou le Bariba. Cela va sans dire. Il faut quand même qu'on parle de diplôme. Ça peut être le bac, ce n'est pas forcément le diplôme universitaire. Et déjà, le bac est le premier diplôme universitaire. Les députés, ce sont les représentants du peuple. Et ils ont la grâce de nous représenter, pas seulement dans le pays, mais aussi au-delà des frontières. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font usage de leur passeport diplomatique. Vous allez hors du pays, vous êtes un État dans un État. Et il faut quand même pouvoir avoir des capacités requises pour faire face à des négociations dans le mieux-être du peuple. C'est important de voir ça comme ça, parce que à la longue, on va se mordre les doigts. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'engage le débat avec les jeunes, s'ils peuvent déjà être fondateurs d'un parti politique, qu'ils se lancent activement eux-mêmes dans la course. Oui, c'est important, parce que les décisions qui se prennent à l'Assemblée aujourd'hui, c'est pour la vitalité du pays, aujourd'hui et demain. Et ceux-là qui sont au Parlement, quand vous voyez les députés que nous avons à l'Assemblée aujourd'hui, la plupart, ce sont des gens qui ont des souvenirs. Ils ont fini leur avenir. C'est à la jeunesse aujourd'hui de construire aujourd'hui l'avenir, parce que ce sont eux la relève. Mais si vous laissez que des gens jusqu'à 60 ans, 70 ans décident pour vous, je crois que demain vous aurez du mal à vous en sortir. Et c'est à ça que je m'en tiens quand je demande qu'on stricte un peu les choses pour permettre aux jeunes d'aller dans la course, pour légiférer des tests qui s'organisent pour eux-mêmes. J'aurais souhaité que, vous voyez, on dise par exemple que dans le code des investissements, on permette à des jeunes aux appels à candidature, quand c'est jusqu'à hauteur de 10 millions par exemple, qu'on dise c'est strictement pour les jeunes entrepreneurs. Ça leur permet déjà de participer à ces choses-là. Peut-être un parti, oui. Ça, c'est un autre débat. Oui, la révolution aura-t-elle vraiment lieu avec ce qui va bientôt se faire par rapport à la charte des partis politiques, nos visages, pour pouvoir impulser un nouveau dynamisme au niveau des partis politiques? Là, je crois que moi, je n'espère pas grand-chose. Vous demandez à des gens qui sont souillés, qui sont pourris, de nettoyer leur propre écurie. Il sera difficile de faire, de mettre dans les têtes des dispositions qui vont les exclure. Et je dis toujours que quand vous regardez aujourd'hui la classe politique, elle est prise en otage par les hommes d'affaires. Et pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont des convictions, qui sont des intellectuels éclairés, qui peuvent aller en politique parce qu'ils ont des choses à proposer au pays, n'ont pas les moyens pour. Et ces gens de monsieur, je ne les accuse pas, je ne les insulte pas. Beaucoup parmi eux n'ont pas grand-chose dans la tête. Et donc, je crois conclure, oui. Je crois qu'il y a un travail à faire pour, je ne sais pas comment ça va se faire, pour rendre le challenge politique moins cher, le jeu politique, la compétition politique moins cher, pour permettre à un intellectuel, qu'il soit professeur d'université, qu'il soit jeune communicant comme mon ami, qu'il soit un petit professionnel dans son coin, mais qui a un rêve pour son pays, de le porter sur la place publique sans avoir des milliards dans un compte. Merci, Marcel Zoumenou, merci Innocent, on n'aura pas d'autres mots pour conclure. Le réalisateur me faisait signe depuis, toutes nos excuses, mesdames, messieurs, le temps est complètement parti. Vous avez compris, il s'agit d'un premier jet sur ce sujet. Au fur et à mesure qu'on évoluera dans le temps, qu'on en saura un peu plus sur le contenu, les grandes innovations réelles, les dernières, nous reviendrons sur ce plateau pour faire le décryptage qui s'impose. 100% Bénin, le numéro du jour, ce sera tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation de professeur et institutionnaliste béninois, Simon Assis Tometi, s'appelle « On n'est jamais leader pour soi-même », dit-il. On ne s'autoproclame pas non plus leader. Et ce n'est pas la fortune qui confère le leadership, mais la moralité de votre être intime. Bonne suite de réflexion à vous. Bonne méditation, 100% Bénin. Ce fut un plaisir. On se retrouve très très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. À très vite.